fait un temps à se pelotonner sous la couette. J'espère que vous êtes douillettement installés à l'écoute de votre radio préférée. Jusqu'à 1h, vous pouvez nous parler de vous en toute liberté et sans tabou. Siba et Julie vont vous accueillir chaleureusement au 39 21. Standard d'Europe 1, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Bonsoir Geneviève. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je vous écoute depuis très très longtemps, tous les soirs, régulièrement, tous les soirs assez régulièrement. Merci. Et là, je voulais parler, surtout me confier, et puis s'il y a des auditeurs qui connaissent ou qui ont connu la même chose que moi, j'ai une maman qui va avoir 100 ans. Oui. Et qui est maintenant, elle sent qu'elle est en train de s'en aller vers la fin de sa vie. Elle a toute sa tête. Elle lit encore. Elle fait des mots croisés, mais on a beaucoup d'accrochages entre nous parce que elle me parle. Ça fait bien 3 ans maintenant que je l'entends me dire qu'elle veut mourir, pourquoi on lui fait pas une piqûre. Elle m'a même encore demandé cet après-midi pourquoi tu m'amènerais pas des médicaments. Oh, tu passeras 2-3 mois en prison et puis c'est pas grave. Et je sais qu'on a une relation, que maman a été une mère assez possessive vis-à-vis de moi. Et j'ai beaucoup de mal à supporter ça. Alors des fois je me mets en colère, je dis aussi des choses qui sans doute lui font du mal, que je peux pas toujours être là, que Qu'est-ce qui vous met en colère, Geneviève? C'est ces plaintes, c'est me dire t'en as marre de moi, tu seras bien contente quand je serai plus là. Dire j'ai une amie aussi qui vient la voir une fois par semaine, qui va partir pendant 3 semaines, et moi je me suis inscrite aussi pour partir pendant une semaine, et elle a dit à cette amie hier alors si je meurs pendant ce temps-là, c'est toutes ces paroles qui me révoltent, quoi. J'ai l'impression d'être encore une petite fille qui peut pas se détacher, dont ma mère ne peut pas se détacher. Est-ce que c'est elle qui ne peut pas se détacher, ou est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous détacher d'elle? Il y a peut-être les deux. Oui. Parce qu'elle parle de détachement. Pardon. Elle parle de détachement. Elle parle de la mort. Elle dit qu'elle veut mourir. C'est peut-être ce qui est difficile pour vous entendre. Oui. Or, arriver à 100 ans, c'est compréhensible qu'elle parle, qu'elle pense à la mort, qu'elle... oui, elle y pense, elle voudrait même qu'on l'aide à mourir. Oui. Elle souffre. Est-ce qu'elle souffre physiquement? Elle n'a pas des grandes souffrances, elle somatise énormément. D'accord. Elle souffre simplement, je pense que c'est quand même une souffrance, la sécheresse des yeux depuis longtemps, mais si elle souffrait tant, elle ne lirait pas autant qu'elle fait. D'accord. Je pense qu'elle somatise beaucoup, et elle a une énorme angoisse de s'en aller. Oui. Elle a une angoisse, et en même temps, comment ne pas être triste finalement aussi de laisser ce qu'on aime. On peut pas sauter de joie finalement. Arriver quand on est comme ça, on le sait plus ou moins à la fin de sa vie. Elle peut vivre encore quelques années, mais elle sait bien, et vous le savez aussi, que elle est quand même
à la fin de sa vie. Quand on arrive à 100 ans, quand on est centenaire, bon, on sait bien que voilà. Là, elle a beaucoup, elle est beaucoup fatiguée après une très très grosse bronchite. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Elle mange très peu. Elle est plus faible, elle est plus fragile. Elle est beaucoup plus faible qu'elle était. Elle mange très peu, oui. C'est ça. Mais on sait aussi que parfois les personnes comme ça, très âgées, arrivées au terme de leur vie, peuvent perdre aussi le goût de s'alimenter, ce qui est une façon de parfois de comment dire, de un petit peu se laisser aller. Oui. Enfin, c'est ce qui est difficile pour l'entourage et pourtant, comment ne pas arriver parfois à ces âges-là, ils désirent parfois se laisser glisser de l'autre côté. Mais vous savez, c'est quand même dur à entendre pour moi, parce qu'elle me disait il y a quelques jours, la barre qu'on met au-dessus des lits pour permettre aux personnes âgées de se lever, elle me disait, je me demande comment je pourrais me servir de ça pour me pendre. Oui, c'est difficile. Et c'est vraiment des mots, pour moi, qui me font très très mal. Qu'est-ce qui fait qu'elle est... je crois que dans ces cas-là, vous voyez, il est important de... ce qu'on peut faire, c'est être là, parce que là, il n'y a plus de goût, je crois qu'il faut accompagner dans ces cas-là. On peut être là qu'accompagner avec beaucoup de tendresse finalement. Et c'est peut-être un peu ça qui nous manque à l'une et à l'autre. Oui, c'est-à-dire ne pas, si vous voulez, là je crois qu'il y a plus il faudrait un peu rendre les armes, voyez. On n'est plus lieu dans un affrontement. Vous savez, je pensais à à ce que disait Christiane Singer, qui était ou Singer, je sais plus, qui a écrit un très beau voyage, c'est un lapsus, un très beau livre qui s'appelle Fragment d'un long voyage, où elle parle de sa maladie et où elle disait à quelques moments de la fin, elle disait qu'est-ce qui reste à faire si ce n'est aimer, aimer et aimer. On ne peut faire que ça, et c'est beaucoup être là, entouré, être par des paroles, par des gestes, et peut-être finalement donner la force de s'en aller, de mourir. C'est à quelqu'un qui manifeste le désir et j'ai envie de dire qui en a le droit. Oui, mais bien sûr qu'elle en a le droit, elle en parle tout le temps, mais me demander à moi de lui faire une piqûre... Non, mais c'est pas à vous, ça je suis d'accord. Oui. Et vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, moi je ne peux pas. Vous pouvez lui dire ça. Oui, je ne veux pas. Vous pouvez lui dire que vous ne pouvez pas la retenir, que vous comprenez, que vous la comprenez, que vous comprenez que c'est difficile déjà, mais que elle peut pas vous demander ça à vous, que vous êtes sa fille. D'abord que vous ne savez pas, donc que c'est un geste que vous ne pouvez pas faire, et puis que vous êtes sa fille, que vous n'êtes pas là pour ça. Mais c'est vrai que je l'ai habituée beaucoup à y aller très souvent, parce qu'elle est très en demande d'avoir des gens autour d'elle. C'est une maman qui a été abandonnée dans sa jeunesse, et je pense que son angoisse profonde cette angoisse d'abandon doit revenir maintenant. C'est possible, oui. Elle a été abandonnée, elle avait, vous dites, dans sa jeunesse, elle avait quel âge ? Elle avait 2 ans, oui, au moment de la guerre, puisqu'elle est née en 1912. Dans sa toute petite enfance. Oui. 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 Elle est née au moment... c'était en 1912, donc au moment de la guerre, pourquoi ? Oui, voilà, ses parents ont dû quitter Compiègne sous les bombardements, et ils l'ont laissée comme ça. Et moi, j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi, parce que j'avais un grand-père, apparemment quelqu'un de brillant. Sa mère, j'ai appris qu'elle était maniaco-dépressive, donc le père a été dépassé par les événements, paraît-il,
Et il a jamais revenu chercher sa fille, mais elle a eu d'autres frères et sœurs derrière elle. Elle les a connus quand même quand elle a eu 40 ans, ses frères et sœurs. D'ailleurs, il y en avait 2 avant elle, 2 après, et elle est la dernière. Tout le monde est décédé. Mais je pense que cette angoisse d'abandon, elle l'a en elle, et elle voudrait que je sois toujours là. Je crois que j'ai quand même le droit de m'autoriser à partir de temps en temps, et que Oui. parce que l'année dernière aussi, j'étais partie en cure, et elle me disait déjà, quelques jours avant que je rentre, elle me dit j'ai hâte que tu rentres pour m'en aller. Pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est du chantage. Je prends ça comme du chantage, et c'est ça qui me met en colère. Parce qu'elle agissait comme ça auparavant, elle avait tendance... Oui, elle a depuis 3 ans, alors que... Depuis 3 ans, c'est récent. Qu'elle allait encore très bien. Oui, mais depuis 3 ans quand même. Oui. Donc elle avait déjà 97 ans. Oui. Oui, ce n'est pas quand même dans sa personnalité. Vous voyez, c'est quand même lié aux circonstances, à son état, à cette situation. Je pense que le mot chantage est un peu fort. Oui. Je pense que c'est lié à son état de grande dépendance et à des angoisses qui surviennent où effectivement il y a cette appréhension, cette approche du fait qu'elle sait qu'elle arrive à la fin de sa vie et que il y a une peur, il y a une appréhension, il y a oui, une grande. Mais une grande peur, bien sûr, mais on peut pas sauter de joie avant de mourir. Voyez, c'est quand on dit mais ils sont déprimés, bah oui, forcément. Enfin, je veux dire, il peut pas en être autrement. Oui. Donc je crois que il y a besoin de beaucoup de tendresse et beaucoup d'attention. Ça veut pas dire, vous aussi, il faut que j'entends bien ce que vous me dites. Je comprends ce que vous me dites, Geneviève. C'est-à-dire que vous avez besoin aussi de temps pour vous il s'agit pas, bien sûr que vous avez le droit aussi de pouvoir partir et de partir faire une cure même. Oui, et vous pouvez lui dire, mais vous pouvez lui dire ça et que vous ne l'abandonnez pas. Ça peut même se dire comme ça, que vous revenez au plus vite, mais que c'est important pour vous aussi, et pour pouvoir, quand vous êtes avec elle, auprès d'elle, avoir de véritables moments comme ça, des moments de partage, de bien-être et de complicité. Il y a déjà un moment que je me disais, je pense que j'y vais trop souvent. 3 fois par semaine, c'est trop. Je me suis souvent dit que 2 fois. Vous sentez que c'est trop pour vous? Oui. Oui, mais faites les choses aussi comme vous le ressentez, parce que si vous y allez 3 fois et que pour vous sentez qu'après ça déclenche de l'agressivité, que vous n'êtes pas bien, il vaut mieux que vous y alliez 2 fois et que ça se passe bien les 2 fois où vous y alliez. Et c'est tout à fait, parce que je sens que la troisième fois dans la semaine, c'est toujours une fois de trop. Bon, alors dans ces cas-là, il vaut mieux y aller 2 fois. Oui. On va accueillir. Votre témoignage suscite beaucoup de réactions. On va accueillir Marie-Astrid. Je vais vous lire aussi des réactions qui arrivent par SMS. Alors il y a Sergio qui dit. Sur le site après, les SMS, non, peut-être pas. Les SMS, vous ne pourrez pas les lire sur le site. En revanche, l'émission, on peut toujours la réentendre en podcast. Donc vous pourrez réentendre en podcast, puisque les SMS on peut les entendre. Sergio dit que Linda Lemay a fait une sublime chanson qui s'appelle La Centenaire, qui dit finalement en l'écoutant on comprend beaucoup de choses. Osiris dit que je connaissais pas cette chanson. Donc à écouter. Osiris dit pourquoi vous mêle-t-elle à ce désir de départ? En même temps vous êtes la plus proche d'elle, donc, oui, je suis la seule en plus. Et vous êtes la seule. Alors Brigitte dit peut-être votre mère serait-elle moins provocante et moins agressive dans ses propos si elle se sentait entendue dans sa lassitude de vivre. Oui.
Oui. Et puis Sergio dit, je pense qu'elle a peur de partir seule et qu'elle vous veut près d'elle, sa main dans la vôtre. C'est possible oui. aussi. Hein, une présence aussi qui rassure, qui apaise. Sûr, parce que finalement, ça doit l'apaiser aussi, même s'il y a des moments de tension. On va accueillir Marie-Astrid. Bonsoir Marie-Astrid. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je me permets d'appeler parce Vous que avez bien fait. je vis avec maman qui a 99 ans, qui ne m'a jamais quittée. J'étais mariée avec un officier qui était un homme merveilleux et que j'ai eu le grand malheur de perdre il y a 10 ans. Donc maman m'a énormément aidée parce que sans elle, je pense que j'aurais été vraiment très malheureuse. Donc je suis depuis 10 ans avec maman, mais alors constamment, je ne la quitte pas. Et elle est effectivement très exigeante, c'est ce que me disent mes amis, mais je ne réagis pas tout à fait comme cette dame, parce que je comprends que maman a besoin beaucoup de moi, de ma présence, parce que à 90 ans, je pense qu'elle a peur de me laisser seule, c'est ce qu'elle me dit. Mais elle n'est peut-être pas agressive, je pense, comme votre maman, Geneviève. C'est-à-dire que ma maman est très, quand même, dès qu'elle va un peu mieux, elle est très volontaire, très demandeuse de beaucoup de choses. Ah oui. Que moi, c'est l'opposé. Elle me dit le matin, lorsqu'elle se réveille, qui va venir, qui vient à la maison aujourd'hui, vous voyez, elle est différente, mais je pense que l'une et l'autre paniquent quand même en pensant qu'elles vont bientôt mourir. Je pense que c'est tout à fait normal. Et pour vous aider, il me semble qu'il faudrait la rassurer énormément. Je pense que c'est Caroline qui a dû vous le dire également. Moi, je la rassure beaucoup lorsqu'elle est si elle a des mauvaises pensées ou elle me parle de ses amis, je parle énormément avec elle. Enfin bon, disons que moi j'exagère parce que, étant fille unique, je ne l'ai jamais quittée. Alors, ce sont des rapports peut-être un peu particuliers. Mais alors, je n'ai jamais de vacances. Mais alors, constamment. Et de ce fait, elle m'appelle même maman. Vous voyez ? Mais ça ne me contrarie pas tellement parce que c'est normal. Je suis un peu maintenant... Les rôles sont renversés, madame. Je suis un peu sa mère. Elle a tout à fait raison. Oui. Alors, je voulais essayer de... Il me semble, Caroline, non, que c'est aussi une façon de réagir, non ? Oui. Voilà. Oui. Je ne suis pas... Oui, j'entends bien. Mais il me semble, bien sûr... C'est au détriment de ma personne, parce que tout le monde me dit, mais enfin, Marie-Astrid, mets là dans une maison, mais pars un peu, parce que c'est vrai que c'est quand même... c'est bien, je l'adore, mais c'est un peu pesant quand même. Mais et puis, quand elle partira, vous risquez d'être dépressive, comme j'ai une cousine qui a fait pour sa maman. Non, pas tellement, parce que je raisonne, je me dis, je pars, imaginons, je prends un avion, je pars. Mais vous pensez que je serais bien dans ma tête en la sachant dans une maison, en appelant sa maman, les gens vont penser qu'elle n'est pas normale. Vous voyez ? Ce qui n'est pas vrai. J'aurais trop peur qu'il lui donne des médicaments ou qu'il la prenne un peu pour une débile. Je pense à tout parce que je me dis... Enfin, je sais pas, je pense un peu pour elle. Alors voilà, je me dis, tant pis... je vais... mais je vois pas trop les choses de la même façon. Mais c'est très personnel, hein, c'est très intime cette relation-là, et vous savez aussi que la relation, et je souhaite à votre maman de vivre le plus longtemps possible encore, enfin, avec vous, mais vous savez aussi que la relation ne va pas durer des années et des années et des années aussi. Hein, donc c'est pas comme quand les parents parfois sont touchés par une maladie et qu'ils sont un âge encore, je pense à certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, et où parfois les enfants ils se posent la question de dire je vais devoir m'en occuper, mais est-ce au sacrifice de ma vie ? Vous voyez, ça pose toutes les questions que vous soulevez aussi dans votre témoignage, Marie-Astrid. Donc là, vous vous dites voilà, que vous vous occupez de votre mère au maximum et que c'est important, que de toute façon, vous ne pourriez pas faire autrement. Non, voilà, c'est comme ça. En plus, elle est parfaite.
Oui, non mais c'est vrai, elle a toute sa tête. Oui, comme très agréable. la mère de Geneviève. Oui. Voilà. D'accord. Donc, Oui, il n'y a pas de sauf tension qu'elle, entre vous. Non, Ouais. elle n'est pas malade, mais bon, c'est vrai que je pense que dans une maison, moi je ne peux pas, mais... Oui, ça joue aussi. Vous ne sentez pas voilà. cette tension et vous ne le vivez pas comme ça. Vous acceptez cette inversion des rôles qui peut être vécue beaucoup plus difficilement par d'autres. Hein. Voilà, mais je pense que Geneviève, il faudrait qu'elle la rassure un peu quand même. Oui, mais pour ça, il faudrait aussi que ça soit peut-être moins lourd. Et il faut aussi, pour la rassurer, il faut pas qu'elle le sente comme quelque chose de trop lourd, comme une charge pour elle. Oui, voilà. Oui, donc il faut tenir compte aussi de la façon dont Geneviève le vit. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, Marie-Astrid. On va accueillir, il y a beaucoup de réactions, donc je voudrais qu'on les accueille. Merci et bon courage. Caroline. Bonsoir Marie-Astrid. Bonsoir Nadine. Bonsoir madame. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Alors, moi, c'est plus d'un point de vue d'une professionnelle. Je suis moi-même directrice d'une maison de retraite et plus particulièrement d'un centre Alzheimer. Et j'entends votre témoignage. Moi, je pense que votre maman, après ça ne tient qu'à moi, que votre maman vous demande tout simplement l'accord de partir. Elle à travers ça, effectivement, elle vous demande de passer, de l'aider à passer à l'acte. Mais à travers ça, ce que je vois, moi, c'est qu'elle a plus envie d'entendre. Oui, maman, tu peux partir tranquillement. Je suis là, je veille sur toi. Voilà, je pense qu'elle a besoin d'entendre ça. Et je pense que ça lui donnera peut-être le feu vert pour partir tout doucement. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, oui. Oui, mais je pense qu'elle est plus inquiète pour elle. Eh bien, j'en suis pas sûre. Vous voyez, parce que j'allais rebondir sur ce que vous dites, Nadine, parce que je trouve très intéressant là votre réflexion et compte tenu surtout de l'histoire de la mère de Geneviève avec cette histoire d'abandon, je me dis dans quelle mesure il n'y a pas aussi par rapport à sa fille de dire elle n'aurait pas besoin d'entendre sa fille lui dire rassure-toi, tu peux t'en aller, je ne me sens pas abandonnée aussi, tu ne m'abandonnes pas, ce que vous lui disiez finalement que comme elle peut s'en aller, que Geneviève fera face, elle va s'en sortir. Même si elle n'est plus là. Angoisse de se dire comment ma fille va faire après moi. Oui, je pense. Et elle vous demande l'accord de partir, tout simplement. Tout simplement. On peut se demander, oui. Parce qu'il y a une histoire, il y a de l'abandon dans cette histoire. Et finalement, qui abandonne qui ? Oui, voilà, exactement. Parce que vous avez dit, Geneviève, vous avez commencé par ces mots-là. Ma mère, j'ai l'impression, elle me fait un chantage, je l'abandonne. Mais oui, on est dans l'abandon, mais on se demande le plus qui abandonne l'autre, qui s'accroche le plus à l'autre. Pardon, je vous ai interrompu, Nadine. Non, mais je vous en prie. Et encore une petite chose, c'est l'agressivité qu'elle a envers sa fille. Oui. Pour moi, c'est pas de l'agressivité purement tournée vers sa fille. Je pense que le sentiment, effectivement, de vieillir, c'est quelque chose de très difficile. De se voir diminuer et de vivre, effectivement, dans un endroit confiné avec d'autres gens qui sont aussi appelés à partir. L'agressivité, c'est un petit peu tout ce ressenti qu'elle a là, et je pense que voilà, ça nous attend aussi. Et je m'imagine à son âge vivre avec des gens où c'est la dernière demeure, donc ça peut rendre agressif, ça peut rendre. Et le ressenti qu'elle a, je crois qu'il faut qu'elle le décharge, l'agressivité qu'elle peut ressentir, il faut qu'elle le décharge sur quelqu'un, et c'est sur vous, malheureusement. Et c'est toujours la personne la plus proche qui se prend toute l'agressivité en pleine figure, et en l'occurrence, c'est vous. Et donc, il faut bien que quelqu'un l'entende, ça. À qui peut-elle le dire, sauf à vous? Donc, oui, c'est ce qu'elle m'a dit cet après-midi même, parce qu'elle voit une jeune psychologue qui vient la voir de temps en temps, et je lui dis, mais il faut que tu lui parles de ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part te dire ça, ces choses-là, à qui veux-tu que je les dise? Oui, donc c'est à vous. Vous êtes le premier aidant. Vous êtes une fille unique, je crois.
Oui, ben, j'avais un frère, mais qui est décédé il y a 10 ans, donc je suis seule, oui. Donc voilà, il faut bien qu'elle se décharge sur quelqu'un. Et qui peut l'entendre le mieux à part vous? Malheureusement, voilà, c'est vous qui prenez tout en pleine figure. C'est douloureux pour vous. Mais je crois qu'elle a besoin que vous validiez vraiment ce départ et elle a besoin que vous lui disiez, parce que vous êtes la personne la plus proche et vous allez quelque part lui donner le feu vert pour et la force, peut-être, parce qu'il faut une force finalement. Oui, parce qu'elle trouver la force de partir. Oui. Ouais. Et privilégier surtout. Privilégier, je le vois tous les jours. Les enfants qui viennent tous les jours, et là en l'occurrence, chez moi, c'est vrai que les parents ne reconnaissent pas forcément leurs enfants et c'est encore plus douloureux. Mais, et je le répète souvent, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Oui, je pense que il vaut mieux passer. Caroline m'a dit d'y aller peut-être que 2 fois par semaine. Voilà. Je pense que ça c'est important. Et essayer de trouver autre chose à faire que de rester peut-être enfermé dans la chambre ou dans la salle à manger où tout le monde est là. Si on peut vous proposer un fauteuil, faites un petit tour avec elle dehors. Surtout qu'elle est vaillante, oui. Voilà, donc essayez d'avoir vraiment des moments de qualité, d'échange qui vont vous rapprocher et qui peut-être lui permettra à elle de vous dire les choses peut-être plus simplement. Voilà. Et de s'en aller dans la sérénité. Je vous remercie beaucoup en tout cas de vous être manifesté pour moi. Merci. Merci Nadine de nous avoir fait part de votre expérience, puisque vous êtes directrice d'une maison de retraite. Oui. Il y a Osiris qui dit partir aimé par les siens, quoi de plus riche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va également, il y a d'autres réactions. Bonsoir Nadine. On va accueillir Nicole et on conclura avec Daniel. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Nicole. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline et bonsoir Nadine, je crois. Non, Geneviève. Oui, je voulais témoigner un petit peu parce que je suis un petit peu dans le cas de Marie-Astrid, c'est-à-dire que je me suis occupée de ma maman toujours et beaucoup ces 10 dernières années parce que elle s'était cassé le bras droit à un moment donné, il y a 5-6 ans. Et bon, malheureusement, moi j'ai eu le malheur de la perdre le lendemain de Noël, là, il y a 5 mois. Brutalement. Oui. Elle avait 95 ans et effectivement, maman avait un caractère très très fort. Elle était mariée à un officier, donc elle avait toujours eu les rênes pour s'occuper de tout parce que papa était souvent absent. Et donc elle avait beaucoup de tempérament et était un petit peu, comment dirais-je, elle demandait beaucoup de, pas égoïste, mais enfin elle demandait beaucoup d'attention. Elle était assez exigeante. Exigeante, voilà, exactement. Oui. Voilà, et donc effectivement nous aussi on avait nous vivions ensemble et je suis fille unique également. Je me suis occupée de tout, je lui donnais ses douches. Elle avait des petits problèmes de santé, mais elle a été quand même relativement autonome. Mais bon, tout ça pour dire que elle était très dure, elle était assez dure avec moi. On se disputait souvent parce que bien entendu, à force, j'étais très énervée, très fatiguée, etc. Bon, et puis, quand le moment est arrivé, elle est morte très brutalement. Et donc, quand le moment est arrivé, ça s'est passé comme ça doit se passer. Mais ce que je voulais dire, c'est que après, c'est une culpabilité énorme. J'ai été désagréable, je n'ai pas été gentille, j'aurais dû être plus gentille, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et donc, il faut effectivement beaucoup les écouter, beaucoup les rassurer. Moi, j'ai rassuré maman tout le temps, même si, évidemment, c'était pas évident, mais je l'ai rassurée. On parlait quand même de la mort très, très... On avait essayé de banaliser, si tant est qu'on puisse banaliser la mort, mais on avait essayé de banaliser parce qu'il fallait pas que ce soit un sujet tabou, ni que ce soit quelque chose qui lui fasse trop peur. Donc elle aussi me demandait tous les jours, je veux partir, je veux rejoindre papa, je veux mourir, etc. Alors évidemment c'est très très dur à vivre, très très dur à entendre tout ça. Oui. Mais je crois qu'il faut
c'est facile à dire, mais il faut être très très indulgent et essayer de prendre beaucoup sur soi. Moi, je n'ai pas mis le nez dehors pendant 6 ans pratiquement. J'ai pas pris de vacances depuis 6 ans. Oui, c'est énorme. Là, à la fin, je n'en pouvais plus. J'étais complètement. Oui. Si c'est pour craquer, être épuisé physiquement et moralement. Hein. Voilà. Eh ben oui, mais malheureusement, j'avais pas d'autre choix parce que en ville, on n'a pas la possibilité d'avoir des infirmières et beaucoup être très entouré comme on peut l'être en campagne plus facilement. Donc voilà, j'ai essayé de l'aider le plus possible et puis finalement, je crois d'abord elle s'est pas rendue compte qu'elle partait, et moi non plus d'ailleurs, et pas plus que l'urgentiste qui était là, mais bon, elle est morte chez elle, dans son lit, sans souffrir, et donc quelque part c'est un soulagement pour moi, mais bon, il reste la culpabilité, reste tout vous ne devriez pas, parce qu'elle est quand même partie d'après ce que vous dites, sereinement, dans son lieu de vie, et avec vous à ses côtés, donc auprès de quelqu'un qu'il aimait. Franchement, c'est la mort que l'on pourrait se souhaiter. Tout à fait, parce qu'elle alors que voulait. beaucoup maintenant, la plupart maintenant meurent à l'hôpital avec des personnes entourées d'inconnus. Donc franchement, dans un foyer, dans une maison d'accueil, mais franchement, la culpabilité, vous avez fait le maximum, voyez. Et votre maman, elle était chez elle avec, bien sûr. Vraiment. Bien sûr, mais la culpabilité parce que c'était disputé un petit peu la veille. Oui, mais on trouve toujours des raisons. Mais ça, c'est dans la vie, on peut se disputer un peu. C'est pas ça qui a précipité les choses. C'est comme dans la vie, voilà. Et vous restez. Malheureusement, il y a eu cette petite dispute la veille. Bon, elle est décédée le lendemain, mais regardez toutes ces années. Vous avez passé ensemble et qui se déroulaient bien. Alors vous restez fixé là-dessus. On a pratiquement vécu 65 ans ensemble. Alors vous vous rendez compte et vous restez figé sur cette petite dispute de la veille. C'est parce qu'elle a emporté. Oui, non, j'espère que non. Bien sûr que non. Mais bon, je voulais surtout dire à votre interlocutrice, je ne me souviens pas, c'est Geneviève, je crois. C'est Geneviève. Oui, Geneviève. Je crois qu'il faut être très patient, l'entourer énormément, lui dire que vous serez toujours là pour elle jusqu'au bout. Et si vraiment c'est un drame pour elle de vous voir partir, faites le sacrifice de ne pas partir. Je sais que je vais vous demander énormément, bien sûr, mais si elle se retrouve toute seule sans autre personne que vous... Oui, mais si c'est pour que... moi je nuancerai, parce que si c'est pour que Geneviève, après, ne soit pas bien, soit dans une certaine... tension, dans un certain mal-être, et que ça se répercute dans la relation... avec sa maman, c'est pas une bonne chose. Donc il vaut mieux qu'elle parte un peu s'aérer et qu'elle revienne plus en forme, moralement, plus reposée, et que les moments passés avec sa maman soient des moments vraiment de bien-être. Parce que comme le disait Nadine, plus serein. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Dans une juste mesure, évidemment. Si c'est pour voir 2 fois par an, là on est d'accord que il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, moi je me rapproche davantage du cas de Marie-Astrid là, qui vit avec sa maman. Oui, bien sûr, mais ça après chacun fait comme il le sent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, Nicole. Et bon courage à Geneviève. Bon courage à vous également. Il y a Coccinelle qui nous envoie un mail en disant votre maman a probablement un grand besoin d'être rassurée à l'approche de sa mort. La demande d'une aide pour en finir cache souvent la peur du vieillard d'être dépossédé de sa propre mort. Il faut peut-être traduire cette attitude par ne m'abandonne pas à ce moment-là. Et puis il y a Laurence de Picardie qui dit votre maman désire finir sa vie, elle considère qu'elle a vécu ce qu'elle devait vivre et même si c'est difficile à entendre, elle vous annonce d'une certaine manière qu'elle arrive en fin de vie. C'est comme une façon pour vous de vous y préparer, car elle sait combien vous tenez à elle et qu'il va falloir vous préparer à cela, l'accepter
et l'accompagner. C'est ça, ne m'abandonne pas, c'est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que accepter aussi, dire que vous allez pouvoir faire face, être bien certaine que vous allez pouvoir, qu'elle ne vous abandonne pas, mais qu'elle est arrivée peut-être au terme de sa vie. Et puis Jean-Pierre, lui, de Marseille, que je salue, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été à l'écoute, qui dit: moi, je pense que Geneviève devrait partir un petit peu, ça lui ferait du bien. Et moi, je suis sûre que sa maman l'attendra et qu'elles pourront profiter de bons moments ensemble. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Je n'ai plus grand-chose à rajouter parce que toutes ces belles choses qui ont été dites. Vraiment, c'est vrai que c'est difficile. Ce que moi, je voudrais rajouter, c'est qu'en tant qu'enfant, c'est difficile d'entendre que son parent veut partir parce qu'on a l'impression effectivement qu'on est abandonné et que effectivement on ne l'intéresse plus, si vous voulez. On n'est plus la partie intéressante de sa vie. Nos parents, vieillissant et face à la mort, ne sont plus intéressés que par ce qui va arriver après. Alors ils nous préparent ou ils sont, je sais pas. C'est compliqué effectivement de les lâcher. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que j'accompagne ma maman autant que je peux et simplement quand elle me dit ça, c'est un peu un jeu avec mes frères et mes sœurs. Nous demandons à quel moment elle va dire cette phrase fatidique, quand est-ce qu'il va me rappeler à lui ou je voudrais tellement partir. Qui est-ce qui va la voir le plus tard possible. Et on en fait un jeu entre nous. Bon, ben là, on est plusieurs face à elle aussi, c'est plus facile. Mais en même temps, moi, je ne réponds pas. Je l'écoute, je la prends dans mes bras, je lui prends sa main, je lui serre la main, mais je ne mets pas de mots. J'arrive pas à mettre de mots, c'est pas un effort. Simplement, j'écoute et j'accueille. Alors c'est difficile, hein. Il y a des fois, je pars, je pleure quand je la laisse. C'est pas évident parce que je me dis bon, j'ai bien envie qu'elle soit encore là la fois prochaine quand je viens. Il faudrait peut-être moi aussi que je lui dise que je la laisse partir, mais je pense que peut-être essayer de dire, on peut pas dire autre chose que ben non, on n'a pas envie que tu partes ou même je te laisse partir. Peut-être lui donner le droit de partir, mais moi je sais que simplement l'entendre et l'écouter, la reconnaître dans le fait qu'elle fait ce chemin-là et qu'effectivement on est assez grande pour la laisser partir et l'accompagner. Je sais pas. Mais c'était effectivement très très difficile de voir son parent vieillissant qui a toute sa tête, qui résonne et qui nous dit ben voilà, il faut que tu nous laisses partir, lui donner l'accord aussi, lui accorder ce droit-là de partir. Effectivement, il faut pouvoir le faire et c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément envie. On se retrouve en position de très petit enfant et en même temps d'être le parent de notre parent et en même temps de très petit enfant, très insécure à ce moment-là parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. La mort est un grand mystère pour tout le monde et pour ces personnes âgées en particulier. Et comme disait Nadine, qui sont en plus dans des lieux où il n'y a pas d'avenir, Il y a pas... Donc, on leur crée un avenir. Oui, mais c'est important. Et ce que vous dites, finalement, c'est pas toujours les paroles, les gestes comptent beaucoup aussi. Les gestes, les prendre dans ses bras, les gestes du cœur. Leur prendre la main. Leur prendre la main, leur caresser la main. Il y avait une dame âgée un jour qui disait à côté, qui disait mais personne ne m'a touchée depuis, à part pour me faire des soins, personne ne m'a touchée tendrement. Ah oui, non, ma maman, c'est ce que je fais beaucoup aussi. Oui, mais justement, moi, je sais pas, peut-être essayer de pas y mettre des mots, parce que ces mots-là sont difficiles pour nous, les filles, qui sont à côté d'elle. Et moi, je sais que ça m'a fait du bien le jour où je me suis tue, et j'ai juste écouté ce qu'elle me disait. Effectivement, c'est dur quand elle me dit qu'elle veut partir, mais en même temps, je suis désarmée, mais en même temps, j'accueille ce qu'elle me dit. Effectivement, elle a envie de partir, j'essaye d'accompagner au mieux. Je ne veux pas avoir de regrets ni de remords, donc j'essaye d'être là, mais je prends des moments de respiration aussi. Et il y a des groupes de parole de gens accompagnant les personnes âgées, souvent ça existe aussi dans des grandes villes. Je sais que dans la ville où j'habite, il y en a où on se réunit pour parler de ces difficultés-là, d'accompagnement des gens nos parents qui sont âgés, parce que c'est difficile, parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça, parce qu'on va tous mourir et qu'on est confronté à ça. Il y a aussi des groupes de parole, il me semble. Oui, il y a l'association européenne Vivre son deuil qui existe, vivresondeuil.asso.fr.
Oui, le livre, oui. Un livre qui s'appelle La validation de Noémie Feil, vous connaissez? Non. Ah non, c'est une dame qui a été élevée aux États-Unis. Ses parents travaillaient dans une résidence de personnes âgées, donc il y a toujours, depuis qu'elle est petite, et qui observe, et qui explique que tout comportement de la personne âgée, qu'elle ait des problèmes de maladie d'Alzheimer ou que vieillissante, tous les comportements ont un sens. Et elle explique la façon d'écouter la personne âgée et de non pas d'être percutée par des choses qui peuvent nous faire mal, mais au contraire de remettre ses mots dans ce qu'elle est cette personne-là. Mais elle a une formation particulière, cette personne qui écrit ce livre? Je pense qu'elle doit être, je sais pas, psychothérapeute ou quelque chose dans ce style. Je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est un très très beau livre qui donne. De quel auteur vous dites? Elle s'appelle Noémie, N-A-O-M-I, me semble. Feil, ça doit s'écrire F-E-I-L. Et le livre s'appelle La validation. F-E-I-L, la validation. Oui, la validation. Elle disait, je crois qu'elle disait, valider, c'est utiliser, c'est reconnaître, approuver, prendre acte de ce qu'est la personne, oui. Et comment dire, et en même temps le comprendre et l'aider. Enfin, et j'ai une amie qui a lu ce livre, qui a son père qui a la maladie d'Alzheimer, qui me disait que ça l'aidait beaucoup dans les moments où son père était très désorienté ou très perdu ou comme ça, et qui donne des, oui, ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Alors il y a aussi sécurisé comme ça. Il y a aussi Katou, je la remercie, qui parle d'un livre de Marie de Henzel qui a beaucoup travaillé évidemment sur la fin de vie, qui est psychologue et psychothérapeute, qui s'appelle Une vie pour se mettre au monde, un livre écrit avec Bertrand Vergely, Vergely. Oui, c'est un très très beau livre. Oui, aux éditions Carnet Nord. GY, Une vie pour se mettre au monde, de Marie de, plus loin, Henzel, H-E-2-N-E-Z-E-L, et Bertrand Vergely, aux éditions Carnet Nord. Tous les livres, de toute façon, qui sont cités à l'antenne sont sur le site de europe1.fr de l'émission. Alors, il faut nous laisser un petit peu de temps, parce que là, ceux qui sont cités ce soir ne sont pas inscrits automatiquement. Mais tous les livres qui ont été cités dans l'émission, vous pouvez les retrouver sur le site de la Libre Antenne. Voilà. Écoutez, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont appelé et qui m'ont donné un peu d'éclairage. Et je vous remercie j'espère beaucoup, que ça va vous donner un petit peu de force, Geneviève. Merci. Et il y a Corinne aussi qui nous envoie un petit mail pour dire... je réagis à l'intervention de Nadine. Alors, je sais pas si elle se trompe pas de prénom, mais elle dit: ça m'a rappelé les propos d'une collègue de travail qui m'avait un peu choquée en m'annonçant le décès de sa vieille maman, en rajoutant qu'elle lui avait dit, en lui tenant la main, de lâcher prise. Ah oui, parce que Nadine disait qu'il fallait accepter de la laisser s'en aller, qu'il était temps pour elle de partir sereinement. Ma collègue était contente de lui avoir dit ces paroles libératrices, et le décès était survenu dans les jours qui ont suivi. Après réflexion, j'ai compris que c'était un très beau geste d'amour, dit Corinne. Oui. Oui. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Geneviève. Caroline, et merci à tous. Et merci à vous, Daniel, et merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Donc j'ai parlé aussi du livre de Christiane Singer, ou Singer, je ne sais plus comment se prononce son nom, qui s'appelle, un très beau livre, Dernier fragment d'un long voyage, paru aux éditions Albin Michel. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler au sujet de ma fille il y a quelques années déjà, qui avait été victime de pédophilie pendant 10 ans. Et là, j'interviens au sujet
du fils de mon ami qui est décédé le 25 février à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture en Belgique. Et depuis cette date-là, je ne la vois plus et je suis un peu paumé parce que je ne sais pas comment la joindre, comment faire pour la revoir, quoi. Mais c'était votre ami dans une relation amicale ou amoureuse ? Amoureuse. D'accord. Et donc, suite au décès de son fils, du jour au lendemain, elle ne vous a plus donné signe de vie ? Non, c'était parce que en fait, il y avait eu une séparation suite à la venue d'un de ses fils qui avait 30 ans, qui consommait énormément d'alcool à la maison, et ce qui me déplaisait énormément. Il prenait beaucoup de place dans la maison, il envahissait l'ordinateur, la télé, il était envahissant, quoi. D'accord, et c'était pas ce jeune homme qui est décédé, hein ? C'était non. D'accord. Donc vous vous étiez disputés déjà auparavant, voilà. Et puis il y a eu malheureusement le décès de ce jeune homme. Voilà. D'accord. Donc en fait, nous sommes revus le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Et je lui ai payé le repas le 14. Pour notre repas d'amoureux, quoi, je vais dire. Et en fait, il est décédé 11 jours après, quoi. Donc vous vous étiez revus entre la dispute et le décès de ce jeune homme ? Voilà, c'est ça, oui. Et ça, c'était, vous aviez renoué une relation ? Voilà, oui. Oui, mais entre-temps, il y a eu cet événement tragique. Bon, vous avez essayé de la rappeler, elle ne donne pas suite. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, je crois que malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas pire dans une vie que de perdre son enfant, hein. Et même. Je crois que pour moi, parce que moi, ce jeune homme, j'ai quand même connu pendant plus de 7 ans, puisque ils habitaient sur l'île et elle a déménagé de l'île. Vous pouvez parler un petit peu plus fort parce que je vous entends pas très bien. Ah, pardon, excusez-moi, oui. Elle habitait sur l'île et elle a déménagé de l'île pour venir me rejoindre sur Dunkerque. Mm-hmm. Et puis, Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça, vous lui avez téléphoné, vous lui avez envoyé un petit mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé aux obsèques, j'imagine, parce que vous le connaissiez, ce jeune homme. Donc vous l'avez vu aux obsèques. Oui, j'ai été aux obsèques le jeudi et ensuite à la messe le jeudi. D'accord, mais donc là vous l'avez vue, cette dame. Oui. Bon. Et le dimanche aussi. Oui, mais que vous êtes... et alors... parce que là, vous auriez pu être un soutien pour elle, Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi? Parce que c'est... Après, il y a plus de nouvelles. Vous manifestez comment? Par téléphone? Elle ne répond pas à vos messages? Voilà, c'est ça, oui. Et je n'arrive pas à être un soutien parce que moi-même, je suis triste, quoi. Donc, voilà, je crois que c'est ça, vous avez... Donc, je suis paumé. Oui. Voilà, donc...
Et oui, elle aurait besoin de quelqu'un qui pourrait. De quoi aurait-elle besoin? Je crois que c'est la mort d'un enfant est un drame intime tellement. C'est très compliqué. C'est vraiment l'expérience de la solitude la plus profonde. Donc même si vous n'étiez pas autant dans le chagrin, ça serait très compliqué pour vous de l'accompagner, d'être à ses côtés. Et en plus, comme vous le dites, Jean-François, vous êtes vous-même très très peiné, et donc vous ne pouvez pas être un soutien pour elle. Donc elle s'est repliée dans sa douleur, et elle n'est plus. On peut penser qu'elle a coupé court à votre relation parce qu'elle est plus à même d'entretenir une relation. On peut penser qu'elle est repliée dans sa douleur. Pourtant, les derniers mots qu'elle m'a dit, tu viens quand tu veux. Mais je n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à y aller? Non, je n'arrive pas. Oui, donc c'est pas tant elle qui vous rejette, c'est vous qui n'y arrivez pas. Voilà, oui, c'est ça, oui. Je suis, comme je vous dis, je suis paumé, quoi. Bah oui, mais bon. Vous voyez, donc c'est important parce que elle laisse la porte ouverte. Mais c'est vous qui ne pouvez pas, vous avez peur de sa douleur. Oui, enfin, sa souffrance vous fait peur. Voilà, c'est ça, oui. Mais oui, mais vous ne pouvez pas, vous pouvez pas l'aider si vous avez trop peur. Elle aurait, si vous voulez, elle a. Il s'agit pas d'ailleurs forcément de l'aider. Vous n'êtes pas là pour l'aider. C'est pas vous étiez son compagnon. Oui. Voyez, vous pouvez pas être son psy. Vous pouvez pas même. Il s'agit d'être là, d'être à ses côtés et de pouvoir. Elle ne peut pas même confronter à un deuil aussi terrible que la mort d'un enfant. Elle ne peut pas être 24 heures sur 24 dans la douleur. L'esprit humain est ainsi fait qu'à un moment, il y a des moments où il faut qu'elle respire. Vous pourriez être là, lui apporter ces moments-là, de temps en temps, des petites échappées comme ça. Mais si vous ne voyez en elle qu'un bloc de douleur et que finalement vous en avez peur, eh bien, vous êtes dans l'esquive. Donc vous n'allez même pas la voir. Ce qui est dommage. Parce qu'après tout, vous voyez, elle vous manque, vous devez lui manquer, terriblement, et vous restez chacun de votre côté. Alors que certainement, vous êtes malheureux de cette situation. Elle, on ne sait pas, on ne peut pas parler pour elle, mais elle vous a quand même dit « tu viens quand tu veux ». Et que vous pourriez peut-être lui apporter une petite bouffée d'oxygène. Alors pourquoi ne pas tenter ? C'est à vous d'y réfléchir quand même. On va continuer à en parler après le journal de minuit. À tout de suite. Oui, entendu, oui. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. La nuit continue sur Europe 1. Nous sommes là jusqu'à 1h à vos côtés. Alors vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez réagir à une histoire. Vous pouvez le faire également en nous écrivant sur le site europe1.fr ou en nous adressant vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en
commençant vos messages par le mot nuit. Alors nous sommes en compagnie de Jean-François. Jean-François, donc vous étiez avec une femme qui malheureusement a perdu son fils de 21 ans en juillet dernier dans un accident de la circulation. En février, excusez-moi. En février, j'ai mal compris, d'accord. Oui, c'est pas grave. Oui. Donc c'est très récent, février dernier. Oui. Et donc depuis, vous n'avez plus de nouvelles. Au départ, j'avais compris que c'était elle qui vous tenait à distance. Or, non, elle vous a dit la porte est ouverte, mais vous nous dites que c'est vous qui êtes très peiné également, vous avez beaucoup de chagrin parce que vous connaissiez ce jeune homme et vous ne savez pas tellement comment réagir. Cathy d'ailleurs envoie un message en disant sans doute craignez-vous d'être maladroit, c'est dommage, ne laissez pas pourrir cette relation, allez la voir si vous l'aimez. Il y a également Ninon qui dit avec un petit mot de temps à autre l'assurant de votre affection, vous finirez par trouver les mots consolateurs puis par vous revoir. Alors justement, parlant de mots, Osiris dit craignez-vous de ne pas trouver les mots? Oui, c'est ça, je ne trouve pas. Mais justement, il y a quelqu'un qui envoie un message en disant la porte est ouverte, vous dit-elle, qu'attendez-vous être là près d'elle? Il n'y a pas forcément besoin de mots à tout prix, il y a être là. La présence. Peut-être a-t-elle besoin de votre présence? Elle vous a dit, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. Oui. Mais j'ai omis de dire aussi une chose. Je l'ai vue environ mi-mars et elle était occupée dans les papiers, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que son fils est décédé dans un accident de voiture en Belgique. Alors, c'est la complicité des papiers dans ces cas-là, c'est énorme, quoi. Je veux dire, Oui, le fait que ça soit en Belgique. Pardon? Le fait que ça soit en Belgique? Oui. Oui, mais ça, vous pensez qu'elle a besoin d'aide pour les papiers? Vous vous sentez dépassé, en gros, par la situation? Moi, je suis dépassé, oui. Ah, vous êtes dépassé, oui, ça s'entend, oui. Oui. Mais c'est pas ce qu'elle demande, hein? Elle vous a pas demandé de l'aide pour tout ça? Non. C'est vous qui pensez tout ça? Voilà, c'est moi, oui. Je pense mal, Non, j'ai pas dit que vous pensiez mal. J'ai dit que vous pensez que vous, si vous voulez, elle a pu certainement, du fait s'il y a eu cet accident, étant donné que malheureusement son fils est décédé, vous imaginez bien qu'il y a eu certainement, établir qui les circonstances, il va peut-être y avoir un procès parce que qui est à l'origine de cet accident, qu'est-ce qui a causé ça, donc l'histoire de papier, je pense pas que ça soit ce qu'elle attend de vous. Là, vous êtes en train de mais vous êtes en train de noyer le poisson. Vous êtes en train de contourner les choses pour ne pas intervenir, pour ne pas agir, pour rester là dans votre coin à vous morfondre. Alors de deux choses l'une. En même temps, vous pouvez dire c'est possible cette histoire. Maintenant, c'est trop lourd. Vous ne vous sentez pas à même de faire face. Et dans ces cas-là, écoutez, c'est peut-être, et si c'est pour être terrassé, c'est quand même elle qui a perdu son fils, en l'occurrence. Donc la douleur, le chagrin, c'est elle qui le porte. C'est elle, oui. Bon, donc si c'est pour être complètement pétrifié en face d'elle,
peut-être qu'il vaut mieux mettre un petit mot gentil et dire mais que vous et vous en tenir là. Mais finalement, vous vous en faites peut-être une idée plus difficile que ça ne serait en la revoyant. Parce qu'en la revoyant, vous vous apercevriez que bien sûr, il y a cette douleur immense, mais qu'en même temps, c'est aussi la femme que vous aimez et que vous pourriez trouver avec elle, retrouver cette complicité qui vous unissait. Alors, c'est elle et pas elle. Il y a ce drame qui est survenu entre-temps, mais le lien qui vous unissait peut être là, quand même. Mais vous ne vous risquez pas à les voir. Alors après, pourquoi vous avez peur? Bon, parfois, c'est aussi en surmontant, en essayant, en se confrontant à sa peur qu'on avance et qu'on grandit. Oui. Voilà. Je pense c'est à vous de voir. Ça, qu'en fait, j'ai peur. Quoi. Oui, j'entends bien. C'est votre peur qui vous tétanise. Et bon, parfois, on n'arrive pas à aller au-delà de sa peur. La peur fait qu'on reste bloqué. Ça. À ce moment-là, vous pouvez lui mettre un petit mot en lui disant j'aimerais être là, mais je ne sais pas comment. Peut-être que c'est elle qui fera le premier pas, mais c'est vrai qu'il serait quand même plus dans l'ordre des choses que ce soit vous qui le fassiez. J'en ai laissé. Ben oui, mais parce que c'est pas des mots qu'elle attend, c'est des actes. Voilà. Je pense. Oui. Bon. Ben bon courage à vous. Merci Caroline. Au revoir Jean-François. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Au revoir Jean-François. C'est gentil. Allez. Au revoir. Bon courage et bonne soirée. Bryan Adams, Everything I Do It For You. Allez, pour Sergio, qui est toujours ému quand il entend cette chanson. Un petit mail de Constance qui revient sur le témoignage de Geneviève qui s'interrogeait sur comment accompagner la fin de vie de sa maman âgée de 100 ans. Constance dit « Je voudrais dire à Geneviève qu'il existe une association qui s'appelle Jalmav ». C'est-à-dire jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui pourrait aider Geneviève. D'autre part, en se renseignant auprès du CAS de sa ville, il existe aussi des réunions très actives d'aide aux aidants familiaux. Elle pourra obtenir les adresses. Vous pouvez également lui transmettre mes coordonnées. Directrice d'un EHPAD, je peux lui donner quelques conseils et l'aider si elle le souhaite. EHPAD, précise Constance, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Merci beaucoup Constance pour tous ces renseignements et pour l'aide que vous souhaitez apporter à Geneviève. Alors, ça c'est le titre d'un livre conseillé par Jeanne, mais on va chercher le nom de l'auteur, puisque c'est... Donc Jeanne nous conseille un livre pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu leurs parents. Comment j'ai vidé la maison de mes parents, Lydia Flemme. Flemme comme la flemme, non aux éditions Seuil. Lydia Flemme aux éditions Seuil. Comment j'ai vidé la maison de mes parents, qui raconte l'épreuve du deuil, nous dit Jeanne, le désordre réel, celui des sentiments, devenir orphelin, même tard dans la vie, l'héritage matériel et affectif. Petit livre facile à lire, très bien écrit, malgré le titre peu engageant, nous dit-elle. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir, ça fait très longtemps que je vous écoute. Merci. Depuis une dizaine d'années. Voilà, donc j'ai une petite pensée là pour la première auditrice, parce que j'ai une grand-mère qui est en maison de retraite, donc c'est vrai que c'est pas évident de les accompagner tout au long de leur fin de vie. Oui, vous êtes toute jeune, vous, pourtant, vous avez 27 ans ? J'ai 27 ans, voilà. Oui. Moi, je vous appelle pour complètement autre chose. Je suis un peu impressionnée. Non, ça va bien se passer. Et donc, voilà, j'ai une relation avec un homme depuis 1 an. Oui. Et là, je suis arrivée à un stade où je me pose pas mal de questions par rapport à cette relation, par rapport à l'engagement que j'ai envers cet homme. Et je me pose un peu des questions par rapport à mon parcours sentimental, en fait, qui a été un petit peu chaotique.
dans le sens où je suis toujours tombée sur des hommes qui m'ont fait croire beaucoup de choses. J'ai jamais vraiment su si c'était vraiment sincère, mais j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été manipulée en fait, par des actes, des paroles, des gestes. C'était pas. Si vous voulez, dans une relation, je m'investis entièrement. Peut-être que je me donne trop. Avec le temps, j'ai appris à moins donner, à essayer d'être plus posée, moins présente. Et voilà, donc l'homme avec lequel je suis, on est dans un milieu professionnel complètement différent. Moi, je suis dans le milieu culturel. Oui. Il est dans un autre milieu complètement à part. Et là, il y a quelque temps, on a eu une conversation, et une conversation très, très posée, très sérieuse, dans laquelle je me vois un peu avec lui dans l'avenir, je me projette un peu, j'arrive à un âge où j'ai envie de me poser, j'ai plus envie d'une histoire d'adolescence, quoi. Et il m'a avoué qu'il se sentait bien avec moi, mais que, il n'avait jamais eu il n'avait jamais eu de flash, ni était tombé vraiment amoureux. Donc je me demande, est-ce que dans son parcours, il n'aurait pas eu une histoire qui lui aurait fait du mal, et pour se protéger, il ne montre pas ses sentiments. Et moi, je suis quelqu'un de très gestuel, je suis très câlin, etc. Et lui, il est plutôt dans la réserve, en fait. Il est pas tactile, il y a pas de mots doux. Voilà, donc il m'a juste avoué, qu'il se sentait bien avec moi et qu'il se posait des questions par rapport à notre relation. Voilà. Ça fait un an que vous êtes ensemble ? Voilà. Et je le sentais, il n'a pas du tout envie de rompre avec moi. Mais je le sentais quand même beaucoup plus distant depuis quelque temps. Il y avait. C'est ce qui fait que vous avez déclenché cette discussion ? Parce que je le sentais moins présent pour moi en fait. Oui, donc c'est pour ça que vous avez déclenché cette discussion avec lui. Voilà. Et puis d'autre part, il a un travail qui lui prend énormément de temps. Là, pendant 2 mois, il a travaillé 70 heures par semaine. Donc, dans sa boîte, il va peut-être y avoir des licenciements. Enfin, lui aussi, il était dans une période de doute aussi. Voilà. Il veut pas me présenter ses parents parce qu'il pense que... Alors, il vous dit donc qu'il se pose des questions quant à l'avenir de votre relation, c'est ça ? Et vous ? C'est pas qu'il s'en pose vraiment, mais il a du mal à se projeter dans l'avenir. Voilà. Un homme qui vous dit qu'il ne sait pas ce qu'il en est de ses sentiments amoureux au bout d'un an, qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour moi, ça remet en question, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible quand même. Oui, même sans être sensible, c'est jamais très agréable. Non, ça remet en question un peu mon couple, la relation que je peux avoir avec cet homme. Et comment essayer justement de redonner un petit peu du peps à cette relation en fait. Voilà. Comment redonner du peps à quelqu'un qui finalement n'est vous dit qu'il ne sait pas où il en est, que ses sentiments ne sont pas forcément là, que je vois bien, Charlotte, j'entends bien que vous cherchez beaucoup d'arguments autour du fait que il travaille beaucoup, qu'il s'investit beaucoup dans son travail. Vous dites, vous cherchez de son côté qu'est-ce qui aurait pu le meurtrir dans ses histoires précédentes. Peut-être. Mais de fait, moi, c'est vous que j'ai en ligne. C'est vous qui m'appelez. Et donc, c'est plutôt vous que j'ai envie d'aider à avancer. Or, vous me dites que vous arrivez à un moment de votre vie où vous avez envie d'être dans une relation durable et où vous pouvez vous investir, construire, parce que jusque-là, vous avez plutôt eu l'impression, alors que vous donniez beaucoup, vous avez dit peut-être trop, et d'avoir été un peu manipulé. Je reprends votre expression. Pas par cet homme, par d'autres hommes. Non, j'ai bien compris que vous ne parliez pas de cet homme. Et je me dis, partant de ces données très très succinctes que vous me donnez, mais qui sont importantes néanmoins, qu'est-ce que vous êtes en train de pourquoi seriez-vous prête à vous engager à nouveau, peut-être à persister dans une relation avec un homme qui
visiblement, n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Il me dit qu'il se sent bien avec moi, qu'il a des sentiments, mais que ça va pas plus loin, quoi. D'accord, mais moi j'ai trop souffert par le passé pour recommencer, pour retourner sur un échec. Enfin, j'ai vraiment vécu l'enfer. Je cite un exemple, mais j'ai vécu 1 an et demi avec un homme qui m'a laissé dans le désarroi total, c'est-à-dire que je n'avais pas de nouvelles. Je pouvais avoir pas de nouvelles pendant des jours et des jours. Oui. Je l'ai attendu dans une ville de France en lui faisant une surprise, parce que lui à l'époque il travaillais dans une autre ville. Donc déjà c'était une relation à distance. Je l'ai attendu pendant 3 jours. J'ai payé l'hôtel, j'ai été hébergée chez des étudiants, etc., chez des gens. Et au final, je l'ai attendu à 7h du matin devant sa porte. J'ai réussi à passer avec une femme de ménage. Et cet homme me dit, j'entends son réveil, et là il commence à parler en anglais au téléphone, soi-disant avec son boss. Et en fait pas du tout, je pense qu'il était avec quelqu'un. Il m'a dit attends-moi. Et donc je l'ai attendu dans la place, il m'a même pas fait rentrer dans son appartement. Ouais. Et il me dit non mais tu m'as pas prévenu, alors que je lui avais envoyé des tonnes de messages et tout. Ouais. Tu m'as pas prévenu, rentre chez toi à Paris, ça sert à rien que tu m'attendes ici, quoi. Je suis trop énervée, je te rappelle dans 1 heure. Donc moi j'ai attendu. Il m'a rappelé, il m'a dit que c'était pas la peine, qu'il était trop énervé, qu'il fallait que je rentre. Voilà, il m'a fait plein de... Et vous voyez, enfin, je m'accroche à cet homme actuellement parce que je sens qu'il est différent des autres hommes que j'ai rencontrés. Je pense pas qu'il soit dans la manipulation. Oui, non, mais heureusement que on peut... Je n'ai pas dit qu'il était dans la manipulation, mais je ne connais pas, moi, cet homme. Hein. Je connais de toute façon, d'abord, c'est vous qui me parlez de lui. Mais en même temps, bon, si vous n'étiez pas, vous êtes amoureuse de lui. Ah oui, j'ai des sentiments. Je dirais pas que je suis ultra amoureuse, mais je tiens beaucoup à lui, quoi. Qu'attendez-vous, vous, de cette relation ? Ce que je lui ai dit, j'aimerais qu'il s'investisse un peu plus, quoi. D'accord. Bon, là, il a franchi un cap, c'est-à-dire que il a jamais. Je pense que c'est quelque chose de positif parce qu'il a jamais rencontré de belle famille. Et je lui ai proposé de rencontrer mon oncle, qui est très proche de moi, et de passer un week-end avec lui. Et il a accepté, vous voyez, donc. En même temps, je sens qu'il y a un. C'est un gage pour vous de. Parce que vous avez dit aussi qu'il ne voulait pas vous présenter à ses parents. Oui, parce que ses parents sont très dans la critique. Il est fils unique aussi, donc il est très... Il a un rapport assez fusionnel avec ses parents, j'ai l'impression. Voilà. Non, moi, mais je m'interroge aussi sur moi, par rapport à mon histoire et mon vécu. Oui, mais si vous voulez qu'il soit... Vous seriez... Tout dépend quels sont vos sentiments et ce que vous attendez de la relation. Parce qu'après tout, vous seriez en phase, c'est-à-dire, vous êtes bien ensemble, vous passez de bons moments, sans plus. Vous n'attendez rien d'autre. Vous êtes bien trouvé. Oui. Le problème, c'est que vous semblez attendre plus de cette relation. Lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'il est bien avec vous quand il vous voit, il passe de bons moments, oui, c'est ça. Mais que les sentiments ne sont pas, si vous voulez, il n'avait pas vraiment de sentiments amoureux. Or vous, la question que vous me posez, c'est comment peut-on finalement, d'une certaine façon, vous êtes en train de me dire, quand vous dites comment booster la relation, c'est pas tellement comment la booster, c'est comment faire en sorte que cet homme soit amoureux de vous. J'ai pas la recette, Charlotte. Il n'y a pas de recette pour ça. Il n'y a pas de recette pour faire que l'autre soit amoureux de nous. En revanche, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une relation, qu'on persiste, qu'on s'accroche dans une relation alors que l'autre n'est pas amoureux et que nous-mêmes nous sommes amoureux et que ça nous rend malheureux? Ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que généralement, on ne se retrouve pas par hasard dans ce genre de relation. Ça vous est déjà arrivé. Cet homme, effectivement, vous dites, n'est pas comme les autres. Certes. Alors vous dites, il n'est pas manipulateur, lui. D'accord. Il n'est pas manipulateur. Effectivement, il annonce la couleur.
Il m'a même dit qu'il ne savait pas ce que c'était que l'amour. Il savait pas le... Oui, qu'est-ce que vous faites avec cet homme ? Avec un homme qui ne sait pas ce qu'est l'amour, c'est sa problématique. Que peut-il vous apporter, vous qui en attendez tellement, qui en donnez tellement, et c'est pas un hasard. Non, je lui offre. Mais voyez, non, vous lui offrez vous lui offrez ce dont il ne veut pas. Vous vous mettez d'emblée en position d'échec. Oui. Or ça c'est votre histoire à vous, Charlotte. Et après, j'ai toujours persisté en fait dans la relation avec l'homme avec lequel j'étais là pendant 1 an et demi. On a rompu une fois et malgré tout ce qu'il m'a fait, je suis toujours revenue à lui en fait. J'ai jamais. Oui, mais finalement, vous rencontrez des hommes qui vous confortent dans une certaine idée que vous vous faites de vous-même, de l'amour. Et c'est ça qu'il faudrait certainement essayer de comprendre, Charlotte. Parce que on aime bien avoir raison. On aime bien, on a tous des croyances sur les hommes, sur les femmes, sur l'amour. Et on fait en sorte de donner raison à ces croyances, de se conforter dans nos croyances. Vous rencontrez des hommes qui vous rejettent, qui soit vont être humiliants, qui soit vont vous manipuler, vous rejeter, vous dire qu'ils ne vous aiment pas alors que vous leur donnez beaucoup d'amour, beaucoup trop. Pourquoi ? Parce que est-ce que vous n'avez pas une suffisamment bonne image de vous ? Pourquoi faut-il leur en donner tant ? C'est certain, mais... Et pourquoi aller vers des hommes qui, finalement, se montrent comme ça distants, vous tiennent la dragée haute ? C'est... non, je suis pas vraiment toi, ou non, l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Bon, et vous, oui, c'est ceux-là qui vous attirent. Je trouve ça un peu égoïste, quand même. Oui, mais en même temps, vous allez, c'est ceux-là vers qui vous allez. Donc ça a un sens certainement par rapport à votre histoire, vous. Déjà dans ma famille, il y a très très peu de communication. On parle très peu. Et je sais que j'ai pas mal idéalisé mon père comme tout le monde à un certain temps. Puis il y a autre chose aussi que je voulais pas en parler à l'antenne, mais je vais en parler là. Je l'ai pas dit à votre interlocutrice, mais j'ai des sautes de l'humeur en fait. Voilà, mais ça m'a jamais empêché de faire mes études, etc. Des sautes d'humeur, des troubles bipolaires ou des sautes d'humeur? Des troubles bipolaires. Oui. D'accord. Oui, mais vous êtes suivi pour cela. Ah oui, je suis suivie. D'accord. Oui, non, mais on peut très bien faire des études en ayant des troubles bipolaires. Oui. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de problème. Je suis stable. Ça fait très longtemps que je suis une thérapie. Oui. C'est vrai que je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'est moi qui attire ce genre d'homme ou est-ce que c'est moi qui suis attirée vers ce genre d'homme? Les deux, vous attirez. Non, mais ce genre d'homme vous attire. Je m'enflamme très vite aussi dans une relation. C'est-à-dire que, là, avec le temps, ça s'est apaisé, mais il y a pas mal d'années, tout de suite, je voulais que ça marche. Tout de suite, je me projetais, et là, avec lui, je me projetais pas vraiment. Je vis toujours l'instant présent, mais je me sens bien avec lui, je passe de bons moments et j'ai pas envie. Quand il est pas là, je pense à lui. C'est plein de petites choses comme ça, d'attention et voilà. Même le week-end, c'est bientôt son anniversaire et il m'a dit qu'il irait peut-être le fêter avec ses parents, quoi. Donc moi, Vous lui avez dit que vous aimeriez le fêter avec lui? Non. Pourquoi vous n'exprimez pas vos désirs? Mais je lui ai dit, j'aimerais qu'il soit un peu plus... il m'appelle régulièrement, etc. Mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus présent, un peu plus démonstratif. Comment était votre père avec vous? Papa... il a toujours été très distant avec moi.
toujours pris beaucoup de distance. Et puis, il a toujours été très... comment je pourrais dire, il s'y prenait mal en fait. Lui, sa façon d'exprimer son inquiétude à mon égard, c'était plus de la colère en fait, de l'incompréhension et de la colère. J'ai jamais, par rapport à mon père, j'ai toujours fait un blocage. J'ai jamais réussi vraiment à lui dire ce que je ressentais pour lui, et ça a toujours été délicat, alors qu'avec ma mère et mes frères, il n'y a jamais eu de problème, quoi. Un peu comme dans la relation avec les hommes, quand même, là. Vous avez du mal à vous affirmer dans la relation amoureuse. Oui. Un peu, oui. Quand je disais qu'ils vous tenaient la dragée haute, ils se montrent assez, c'est une façon de dire qu'ils sont assez distants avec vous. Vous leur courez après. Vous courez après l'amour, en tout cas. Vous courez après leur amour. Ouais. Quant à la manipulation, est-ce que ça a trait à quelque chose de votre histoire? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un peu manipulé? Est-ce qu'on est un peu instrumentalisé dans vos sentiments? Non, je pense pas. Je sais qu'à une époque, j'étais très influencée par les autres. C'est qui, les autres? Les élèves de mes différentes écoles. Hein. J'ai toujours... pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, de très vivace, etc. Mais au lycée, au collège, j'ai toujours été... à partir de la 4e, j'ai toujours été un peu mise à l'écart, quoi. Pourquoi? Après, mes relations se sont améliorées avec le temps. En première, ça s'est amélioré. Pourquoi? Parce que voilà, j'étais perçue comme quelqu'un de différente et que les gens ne se reconnaissaient pas, et je me tairais un peu. J'étais un peu comme dans mon terrier, quoi. Alors qu'à l'extérieur, je l'étais pas vraiment. Et voilà, on dit toujours en thérapie ou en analyse, est-ce qu'on projette pas l'image du père quand on rencontre un garçon dans son subconscient? Ça, je sais pas, mais oui. J'ai du mal à comprendre, en fait. Et au final, comme vous disiez justement, qu'est-ce que j'attends de ces relations et de cette relation en l'occurrence. Qu'est-ce que vous avez du mal à comprendre quand vous dites projeter? C'est-à-dire que là, ce sont des mots pour projeter l'image du père sur les relations amoureuses. Peut-être que c'est ça, pour le moment, ça reste des mots. Intellectuellement, oui, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre, je pense que vous êtes tout à fait à même de comprendre intellectuellement, mais que vous ne le comprenez pas encore émotionnellement. C'est-à-dire que vous voyez, on peut comprendre intellectuellement des choses, mais en même temps, émotionnellement, ça passe pas encore. Voilà, il faut le traduire, il faut le vivre, parce qu'on peut rejouer des choses, il faut le rejouer jusqu'à un moment. Il y a un déclic qui se fait pour arrêter de rejouer toujours le même scénario. Parce que il y a quand même des similitudes dans ce que vous nous dites. Bon, mais de l'extérieur, on le voit. Vous êtes dedans. Est-ce que pour plaire à votre père, à ce père qui était assez distant avec vous, vous essayez de vous conformer à ce que vous pensiez qu'il attendait de vous, pour être aimé de lui, peut-être. Je ne dis pas qu'il vous aimait pas d'ailleurs, mais peut-être pour qu'il soit moins distant, pour qu'il vous manifeste plus directement de l'attention, de la tendresse. Est-ce que vous essayez? J'ai essayé à un certain moment. J'ai essayé d'aller vers lui, j'ai essayé de lui parler, mais je n'y arrive pas, en fait. Et depuis que j'ai quitté le domicile familial il y a 7 ans, c'est vrai que nos relations, elles se sont un peu améliorées, mais c'est pas... Elles se sont un peu améliorées? Un peu, il m'appelle un peu plus régulièrement. Mais bon, c'est important, ça. Entre 2 coups de fil professionnels, et... Mais il est pas comme ça qu'avec moi, mais c'est vrai que... je suis l'aînée d'une fratrie, et c'est vrai que c'est pas
c'est pas toujours évident, mais j'ai jamais réussi à lui dire exactement ce que moi je ressentais pour lui, et ce que je veux pas du tout être dans la reproche ni quoi que ce soit, mais j'aimerais que notre relation elle évolue, et elle évolue déjà. Elle a évolué par rapport déjà à ce qu'elle était. Un peu. Bon, c'est un début. On a quand même eu des périodes où moi je lui ai carrément claqué le téléphone et je lui ai dit, écoute, soit je te pose un ultimatum, ou sinon je te revois plus, quoi. Donc il en a tenu compte. Il vous appelle un peu plus. Voilà. Oui, il a entendu quand même ce que vous lui avez dit. Et donc moi je me demandais si justement c'est ce que je perçois, hein. Après je sais pas si bien sûr qu'il m'aime et je sais qu'il me donne son amour à sa façon, mais est-ce que au final l'amour que moi j'espérais de lui, mais finalement qui n'a pas été donné de la façon que je voulais, est-ce que ce manque d'amour et de communication, est-ce que finalement j'essaye pas de le projeter sur les hommes que je rencontre? Vous le cherchez dans vos relations amoureuses. Oui. Et vous le cherchez auprès d'hommes qui, d'une certaine façon, ressemblent à ce père parce qu'il vous plonge dans le manque. Ils vous tiennent à distance. C'est-à-dire que vous cherchez l'amour, vous cherchez l'attention, mais vous allez vers des hommes qui vous replongent dans une situation que vous ne connaissez que trop. Qui est cette attente. Voyez, c'est-à-dire même avec mon frère, hein, mon frère ressemble énormément à mon père, mais il est encore plus taiseux que mon père. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est complètement dans son univers imperceptible et. Oui. C'est-à-dire que là où vous auriez besoin davantage quelqu'un qui vous rassure, qui soit tendre, qui soit plus démonstratif, vous allez vers des hommes, mais qui vous sont familiers. Ah oui, c'est ça. Leur attitude vous est familière. Donc c'est là où finalement on peut aller dans des situations qui sont perturbantes en fait. C'est pas des situations que l'on recherche forcément, en tout cas consciemment. Mais inconsciemment, elles nous rassurent parce que ce sont des situations connues. Donc vous pensez que je répète un schéma en fait? Oui. Que je répète jusqu'à ce que... Oui, mais à un moment, vous allez en sortir du schéma, parce que vous travaillez là-dessus. Donc, à un moment, vous allez changer le scénario. C'est vous qui l'écrivez, le scénario. Oui, et puis mon père il a une histoire assez particulière. Il a perdu son papa étant adolescent. Dans un accident de voiture. Donc, en plus, c'était sa grand-mère qui était au volant. Oui. Ah oui. Donc, elle s'en est sortie et son père s'est tué sur le coup, quoi. C'était pas très malin. C'était une personne âgée qui avait pris un somnifère à 3h30 du matin qui prenait le volant à 9h, quoi. En effet. Ouais. Il y a malheureusement beaucoup d'accidents qui sont... Un certain nombre d'accidents qui sont liés comme ça à des traitements. Voilà, donc lui, il était très, très proche de son père. Et c'est comme si... moi, mon grand-père, je le connais que par ma grand-mère, quoi. Je veux dire, il en parle jamais. C'est tous dans la famille, on a l'impression que... il a eu un manque de père à un moment, au moment de l'adolescence où il aurait eu besoin de s'appuyer sur ce père. Il était très, très proche de son père. Oui. Et si vous voulez, c'est quelqu'un... c'est un peu comme le syndrome de la comment ça s'appelle, la cocotte, la qui boue. Cocotte minute. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit rien. Même s'il parle un peu, bien sûr, oui, il qui dit explose. Rien, il accumule les problèmes, les soucis, il explose. Et en général, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours tombé sur moi, en fait. Quand il explose. Oui, j'ai toujours eu l'impression que c'était moi. Et vous vous étonnez d'avoir des sautes d'humeur. Voilà.
Donc, il n'a jamais été vous allez pouvoir en parler en thérapie de tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a un auditeur qui pourrait m'aider. Alors, il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous. On va les lire en guise de conclusion. Il y a, alors, ça revient plus. On a parlé de votre histoire, de vos relations avec votre père, notamment, mais par rapport aux questions que vous vous posiez par rapport à la relation avec cet homme. Il y a le valet de cœur que je salue parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu parmi nous. On est heureux de le retrouver. Qui dit pour aimer, il faut être deux. Et là, le compte n'y est pas vraiment. Brigitte qui dit est-ce que vous n'auriez pas plutôt besoin d'un homme qui ait le désir de s'engager véritablement. Ninon qui dit cet homme ne cherche-t-il pas à s'éloigner de vous? Il vous le dit avec douceur et une certaine sincérité. Écoutez-le. Cathy qui dit vous cherchez la sécurité, c'est un écueil, vous avez le temps. En même temps, on peut comprendre compte tenu de votre histoire que vous ayez besoin d'une sécurité intérieure. Valet de cœur qui dit avant d'aimer, essayez d'apprendre à vous aimer et mieux vous connaître pour être pleinement vous-même. Cyril qui dit vous avez demandé à votre père s'il vous aime. Est-ce que vous lui avez dit que vous l'aimiez? Ah, jamais. Ben oui, mais c'est compliqué dans la famille, vous avez du mal à vous parler. Et puis il y a Sergio qui dit le fameux « je t'aime bien, mais je ne t'aime pas », sauvez-vous Charlotte, préservez-vous. Et puis il y a Brigitte qui dit vous êtes en plein désarroi, vous êtes inquiète, peut-être parce que vous connaissez au fond l'issue de cette relation, hélas, cet homme vous a déjà tout dit, vous ne semblez pas vouloir l'entendre, il ne vous promet rien, vous voulez y croire malgré tout, vous parlez beaucoup de lui, pas de vous, c'était avant que vous nous ayez parlé de vous, vous voulez peut-être croire à ce qui ne peut pas être. Voilà. Bon, je crois que c'est important effectivement de revenir sur vous. Quand on sent comme ça qu'il y a des choses qui nous échappent dans une histoire, c'est important de revenir à soi. Voyez, donc vous pensez qu'il faudrait que je fasse un peu le point et que je réfléchisse de mon côté ou enfin après c'est à moi de voir mais oui il y a pas il s'agit pas de voyez vous parliez d'ultimatum et autres je pense que c'est pas la question. Non, c'est vraiment de faire le point. Bon, vous avez eu cet échange, vous en aviez besoin, vous sentiez qu'il était plus distant. Vous avez eu votre réponse, c'est ce qui vous fait... Bien sûr que c'était naturel et c'était bien pour vous. Ouais. Maintenant, c'est compliqué d'entendre des choses que l'on n'a pas envie d'entendre parce qu'elles sont pas très agréables, mais je pense que c'est aussi ce qui va vous permettre à un moment, vous, de faire le point d'avancer. Vous pourrez en parler aussi en thérapie et de comprendre que là aussi... de pas vous perdre, voilà, de pas vous perdre dans des relations et de revenir vraiment vers vous, parce que c'est cela qui est essentiel, de revenir vers vous, de pas d'aller donner de l'amour à des gens qui ne sont pas prêts à en recevoir. Voilà. J'ai essayé de le rassurer, j'ai essayé de lui dire. Non, mais Charlotte, il n'y a pas lieu de le rassurer. C'est avant tout vous qui avez besoin d'être rassuré. Là, vous projetez sur l'autre. Vous donnez, c'est pas projeter, vous donnez. On donne parfois aux autres ce qu'on aimerait soit recevoir. Oui, et vous avez terriblement besoin de sécurité et d'amour. C'est à vous qu'il faut le donner. C'est de vous dont il faut vous occuper, avant tout. Bonne chance, Charlotte. Merci de votre confiance. Au revoir. Merci. Au revoir, Caroline. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous voulez revenir sur le témoignage de Geneviève qui nous parlait de sa maman qui était en fin de vie et de l'accompagnement justement qu'on a abordé en première heure d'émission. Oui. Je voulais expliquer comment s'était passé le départ de ma maman. Je suis aussi fille unique. Et elle a été malade à partir elle est décédée en 2005. Elle avait été malade à partir de 2002 et nos deux maisons étaient côte à côte. Oui. Donc c'était pas très difficile pour aller de l'une chez l'autre, quoi. Oui. Et bon, j'ai dû la faire entrer en maison de retraite à 10 minutes en voiture de mon domicile parce qu'elle avait perdu l'usage de la marche.
Donc, étant seule, j'avais beaucoup de mal à la relever parce qu'il lui arrivait souvent de tomber. Elle ne s'est jamais rien cassé, fort heureusement. Et elle est restée 18 mois en maison de retraite. Et un matin, on m'a appelé en me disant qu'elle n'était pas bien du tout. Donc, bon, je suis allée à la maison de retraite. Elle a été transportée à l'hôpital. Et donc, je suis allée la veiller à l'hôpital avec ses deux sœurs, qui étaient légèrement plus jeunes qu'elle. Et elle est décédée à 91 ans. Ouais. Alors, bon, nous étions là dans la chambre, et puis à un certain moment, elle a ouvert les yeux, cherchant les miens, donc je me suis approchée, je me suis mise bien en face d'elle pour qu'elle me voie bien. Et puis, je lui ai pris la main et je lui ai dit, écoute, maman, elle n'a pas pu parler, elle n'a pas parlé, mais je lui ai dit, maman, repose-toi, je m'occupe de tout. Et je lui ai répété ça plusieurs fois, et puis, bon, elle a refermé les yeux. Et bon, s'est-elle endormie ou bon, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Ça, c'était vers le soir, hein, il était peut-être 19h. Bon, il a bien fallu que je quitte l'hôpital. Quand je suis revenue le lendemain matin, elle était décédée. Ah, oui. Mais bon, je considère que j'ai pu lui dire au revoir et qu'elle a pu aussi, elle, me dire au revoir. Oui, oui, c'est important, ça. C'est important de... Vous êtes toujours là Oui, je suis là. Ah oui, d'accord, je vous entendais plus. C'est important de pouvoir dire au revoir. Les mots n'ont pas été effectivement prononcés. Peu importe, il y a les regards, il y a les gestes, elle pouvait plus... Ah oui, bien sûr, oui. Oui, la présence, les regards, les gestes... Et puis la pression de la main, tout ça. Ah oui. Oui, parce que parfois on dit il y a des décès où la personne fait un arrêt cardiaque. On dit bien sûr pour la personne c'est formidable, elle n'a pas eu le temps de souffrir, mais oui, mais c'est vrai que oui, mais on peut pas dire au revoir. Mais c'est-à-dire que la personne, quand elle fait un arrêt cardiaque, elle n'a pas eu le temps de s'exprimer. Non, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'elle n'a pas le temps. On dit elle n'a pas le temps de souffrir, elle n'a pas le temps. Mais elle n'a pas le temps de s'exprimer, pas le temps de dire au revoir. Alors évidemment, quand on dit parfois des personnes ou des longues maladies où il y a de la douleur. Le pire, ce qui est terrible, c'est la douleur physique. Il faut tout faire, vraiment tout faire pour veiller à ce qui supprimer le plus possible, parce qu'il y a des cas où malheureusement on ne peut pas atténuer la douleur physique, vraiment. Au décès de mon papa qui est mort d'un cancer du poumon et qui souffrait beaucoup, donc qui était sous morphine. C'est insupportable. Oui. Mais pour votre maman, c'est vrai que il y a quelque chose d'une forme de sérénité dans ce que vous décrivez. Oui, c'est ce que je souhaitais. Bien sûr, c'est difficile parce que quand je suis arrivée le lendemain matin et que j'ai su qu'elle était décédée, je me suis dit mais j'étais pas là. Oui, mais c'est comme si vous lui permettiez de s'en aller. Oui. À la lumière de ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai compris. Ça m'a réassuré dans ce que je percevais déjà, quoi. Oui. Beaucoup d'ailleurs dans les services de soins palliatifs, les équipes soignantes disent que la mort survient souvent quand les familles ne sont pas là, comme si. Et eux disent que beaucoup de soignants disent que c'est pas un hasard. Selon eux, comme si ils choisissaient entre guillemets en quelque sorte le moment que leurs proches ne soient pas là, comme pour finalement ils se sentaient plus libres peut-être de partir à ce moment-là. Donc vous avez permis par ces mots peut-être à votre maman de lâcher prise. Oui, je ne l'ai pas prononcé comme ça, mais je lui dis je m'occupe de tout, repose-toi. Oui, c'est ça. Elle s'est sentie apaisée et qu'elle pouvait partir, que vous pourriez faire sans elle. C'est difficile, hein mais... Oui, c'est difficile, bien sûr. Ça n'empêche pas le chagrin, c'est évident. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir partagé ça avec nous. Je vous félicite pour vos émissions que j'écoute depuis longtemps, je crois depuis le tout début. Ah c'est moi qui vous remercie beaucoup de votre confiance. C'est souvent votre voix qui m'endort. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Un petit coucou à Marie qui nous écoute de Montréal et qui dit c'est la fête des patriotes au Québec et Monsieur Polo, mon chat, veut saluer Paulette et ses cousins félins en France. Je vous embrasse, très belle nuit à vous. Il est maintenant 1h sur Europe 1.